Je m'appelle Jake Baxter. Cela fait 1 an que le monde tel que je le connaissais m'a explosé à la figure. Mais ce n'est peut-être pas la bonne façon de le dire. La planète n'a pas explosé d'elle-même. C'est moi qui ai allumé la mèche. J'ai brisé tout ce qui m'entourait et j'ai laissé une traînée de dévastation dans mon sillage. Pour être honnête, j'ai eu de l'aide, au moins 60 escrocs qui ont été entièrement rémunérés pour leur rôle. Mais c'est moi qui ai tout déclenché. L'une de ces escroqueries était ma femme, et j'ai pris un malin plaisir à démanteler toutes les personnes qui lui étaient liées. Avant mon réveil, j'étais un mari heureux et naïf, profondément amoureux de ma femme et enchanté par la vie que nous avions construite ensemble. Tout semblait parfait. Nous étions mariés depuis près de 5 ans, nous avions des carrières florissantes, des familles qui nous soutenaient, une maison confortable, des amis et des voisins que j'appréciais sincèrement. Nous épargnions pour un avenir qui ne ressemblait en rien à celui que nous avons connu, et nous gagnions plus que ce qu'il fallait pour vivre confortablement. En réalité, je n'arrive toujours pas à trouver un sens à cette histoire, même si j'aimerais pouvoir en dire plus sur nous ou sur notre mariage. Ma femme était mon amie d'université. Elle était drôle, gentille, douce, tendre et affectueuse. Elle n'était pas du genre à flirter avec d'autres hommes et je n'ai jamais douté de sa loyauté. Elle ne s'est jamais habillée de manière provocante et ne m'a jamais donné de raison de la remettre en question. Je travaille dans un centre d'ingénierie et de recherche qui développe des produits électroniques hautement spécialisés pour l'armée et la NASA. Nous l'appelons en plaisantant « Geek Central ». Ce qui caractérise la plupart des geeks, c'est qu'alors que nous effectuons des tâches incroyablement complexes au travail, nous sommes simples à la maison. Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Nous ne sommes pas doués pour les jeux, alors il n'y a pas de tromperie ici. On pense souvent à tort que les prodiges sont des adolescents. C'est peut-être vrai pour eux. Nous sommes fascinés par les subtilités de la vie, nous citons des livres et des films obscurs et nous rions aux blagues idiotes. Dans les cercles sociaux, notre niveau de sophistication n'est pas toujours apprécié. Mais nous savons une chose, si nous perdons notre réputation d'honnêteté, nous sommes condamnés. Les geeks sont honnêtes. Nos carrières et nos réputations reposent sur la vérité. Ma femme, Janie, a travaillé dans la haute finance pour une société appelée Watson. Cette société a participé à certains des plus grands projets de construction dans les États du centre du littoral atlantique et joue un rôle majeur dans l'aspect financier des grands projets. Janie travaillait dans un bureau du centre-ville avec un groupe de personnes qui, franchement, m'ont semblé étonnamment superficielles. Certains d'entre eux savaient programmer une feuille de calcul et comprenaient l'argent, mais chaque fois que j'interagissais avec ses collègues, j'avais l'impression d'être de retour au lycée. C'est la vérité. Janie et moi avons eu 2 chatons, des frères nommés Lewis et Clark. C'est pas mal, a fait remarquer l'une de ses collègues, mais vous auriez dû leur donner le nom de quelqu'un de célèbre. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis l'homme invisible, et ils sont les enfants cool. Janie et ses collègues analysent méticuleusement chaque détail, pour eux, rien n'a d'importance s'il n'est pas documenté. Je n'ai jamais aimé cet état d'esprit, mais j'ai toujours pensé que c'était le fruit de son travail, pas de son caractère. J'avais tort. Les financiers pensent collectivement, tandis que les geeks pensent indépendamment et se réunissent pour tester leurs idées. Ils s'épanouissent en tant que groupe, mais ils ne pensent en tant qu'individus que lorsqu'ils gravissent les échelons de l'entreprise, à la recherche du prochain échelon. Je ne les ai pas vraiment méprisés jusqu'à la fin, même si je n'ai jamais aimé la plupart d'entre eux. Mon premier véritable sentiment de malaise est apparu lors de la fête de Noël de Watson. Elle avait lieu à l'hôtel Marriott, en face du bureau de Janie. Tout le monde se mélangeait librement et je ne pouvais souvent pas dire si je parlais à un collègue ou à son conjoint. Il y avait un open bar et, alors que je me tenais à proximité, j'ai entendu une femme dire à une autre, « Je vais devoir passer devant mon mari au travail avant de pouvoir faire ça. » Cette phrase m'a semblé étrange. Au lieu de me retourner pour voir qui parlait, je me suis figé. Une voix discrète dans ma tête m'a dit de m'arrêter, d'écouter et de me taire. Pendant un moment, j'ai essayé de me rendre invisible. La semaine prochaine, nous partons tous en vacances, mais je doute que cela dure longtemps, a poursuivi l'un d'eux. Une semaine entière sans même traverser la rue, vous savez. Les 2 femmes rient. Avec un compte professionnel, on peut toujours avoir un peu d'urgence, ajoute l'autre, et elle rit encore plus fort. Que entendait-elle par « traverser la rue » ? Prévoyait-elle de reprendre le travail pendant ou après la fête de Noël ? Je ne comprenais pas très bien ce que j'avais entendu, mais cela me troublait. Je me souviens m'être demandé, mon Dieu, ai-je épousé la bonne femme? Cela ne me paraissait pas correct, quelle que soit la façon dont ils l'ont raconté.
J'ai écarté cette pensée et je suis retourné à la fête. Pendant les 3 semaines qui ont suivi, je n'y ai plus pensé. Puis, un vendredi soir, alors que je montais l'escalier moquetté de notre sous-sol, j'ai entendu ma femme dire « D'accord, je m'en occupe tout de suite. » De toute façon, à quoi sert d'avoir une femme? Elle a gloussé. Une épouse? Qu'est-ce que c'est que ça? Jenny était en train de raccrocher le téléphone quand j'ai tourné au coin de la rue. Qu'est-ce que tout cela signifie? Demandai-je en essayant de ne pas paraître accusateur. Elle faillit sursauter, manifestement décontenancée par mon apparition soudaine. C'était Henri Thomas, dit-elle. C'est à propos du travail. Je dois me présenter demain et je travaillerai tard la semaine prochaine. Ils essaient de monter un dossier financier pour un nouveau complexe d'appartements sur la rue J. La conversation que j'avais entendue à la fête de Noël m'est revenue en mémoire. On dirait qu'il s'agit d'une petite urgence concernant un compte professionnel, ai-je remarqué. Jenny s'esclaffe. L'occasion est trop belle pour la laisser passer, mais je ne parlerai pas d'urgence. Nous avons tous deux travaillé dur cette année, ai-je dit. J'espérais que nous pourrions passer plus de temps ensemble ce mois-ci et nous détendre un peu. Elle m'a fait signe que non. Arrête de faire la fine bouche, chérie. Si tu ne saisis pas ces occasions quand elles se présentent, elles disparaîtront à jamais. Je me rattraperai, a-t-elle ajouté. Puis, presque après coup, elle demanda, et qu'est-ce que c'est que cette histoire de « femme » ? Je croyais que tu étais ma femme. Combien de maris as-tu ? Son expression s'est illuminée d'horreur. Elle n'avait pas réalisé que j'avais entendu son commentaire. Elle a forcé un sourire rapide pour le dissimuler. Vous êtes stupide, dit-elle. C'est juste la façon dont nous parlons au travail. Nous collaborons sur des projets et nous plaisantons parfois sur le fait que nous voyons nos collègues plus souvent que nos conjoints. Tout le monde dit que c'est une petite blague interne. Jenny parlait avec assurance, presque avec condescendance. Ses mains tremblent légèrement, mais son sourire reste ferme. Demain, j'irai juste pour quelques heures afin de mettre les choses en route, puis nous passerons le reste du week-end ensemble. Jenny passa le reste de la nuit de vendredi en silence. Le samedi matin, elle partit au travail, habillée de façon décontractée, comme s'il s'agissait d'un jour de semaine comme les autres. Ce n'est qu'après 19 heures que nous avons commencé à passer le reste du week-end ensemble. Ne vous méprenez pas, je comprends les délais serrés et le travail acharné. Ce que je ne comprends pas, ce sont les secrets de famille, et je commençais à avoir l'impression que mon mariage était bien plus mystérieux que je ne l'avais jamais imaginé. En attendant le retour de Jenny ce samedi-là, je me suis retrouvé à ressasser l'idée du secret. Malgré le fait que je partageais souvent des histoires sur mon travail ou des choses que j'avais entendues au travail, j'ai commencé à remarquer que Jenny ne parlait jamais de son travail avec moi. C'était comme si elle avait deux vies séparées, une à la maison et une au travail. La mesure dans laquelle elle avait fermé cette partie de sa vie à mon égard ne m'avait jamais vraiment frappé auparavant. Lorsque ma femme est finalement rentrée à la maison le samedi soir, elle s'est dirigée directement vers la douche pendant que je préparais des steaks. Le commentaire de l'appel téléphonique, femme, n'a cessé de me revenir à l'esprit. Il m'a irrité, même s'il était censé être inoffensif. Il ne me convenait pas du tout. Je n'arrivais pas à me débarrasser de deux répliques de cette fête de Noël, l'une sur le fait de traverser la rue et l'autre sur un « mari au travail ». S'agissait-il d'un sens littéral ou symbolique? Il y avait deux bâtiments en face du bureau de Jenny. L'un abritait un grand centre médical, l'autre l'hôtel Marriott. J'ai remarqué que de nombreuses personnes présentes à la fête de Noël semblaient très familières avec cet hôtel. Je me suis dit qu'ils y recevaient probablement des clients étrangers ou qu'ils y déjeunaient. Mais mon esprit ne cessait de dériver vers des possibilités plus sombres, car j'étais d'humeur massacrante. La semaine suivante, j'ai décidé de quitter le laboratoire et de déjeuner dans ma voiture. Je me suis garé un peu plus loin que le bureau de Jenny, ce qui m'a permis de bien voir la route entre son lieu de travail et l'hôtel Marriott. Ce que j'ai vu ne m'a pas plu. Vers 11h45 le lundi, juste avant le déjeuner, j'ai vu une demi-douzaine de couples d'hommes et de femmes traverser la rue et entrer dans l'hôtel Marriott. Vers 12h30, les mêmes couples sont retournés à leur bureau. Les femmes ne semblaient aller que par paires, jamais en groupe plus important. Bien que je n'ai pas aperçu Jenny parmi elles, cette vision m'a mis mal à l'aise. Le mardi, j'ai observé le même schéma avec des paires différentes. Je savais que je ne pouvais pas rentrer au Marriott et flâner dans le hall. Trop de gens me reconnaîtraient, et si Jenny me voyait, cela soulèverait trop de questions. J'avais besoin d'aide.
Je n'aurais jamais imaginé faire ce que j'ai fait ensuite, même dans mes pires cauchemars. Le même jour, j'ai engagé Harvey Madison, un détective privé. Je lui ai dit ce que je savais et ce que je devais découvrir, puis je lui ai envoyé une photo de Jenny. Il m'a donné le conseil le plus impensable, ne réfléchis pas trop. Retourne à ta vie et agis normalement. Ce n'est probablement rien. Et si c'est quelque chose de grave, tu le sauras bien assez tôt. Je suis retourné au travail en me disant que j'espérais sincèrement que je gaspillais mon argent. Mais il s'est avéré que mon argent n'était pas gaspillé. Harvey m'a reçu dans son bureau le jeudi matin pour m'annoncer la terrible nouvelle. À 11h45 le mercredi matin, ma femme était entrée dans le hall de l'hôtel Marriott avec le bras d'Henry Thomas autour de sa taille. Après un bref arrêt à la réception pour récupérer une clé, ils se sont dirigés directement vers le 4e étage. Vers 12h40, ils sont redescendus. Le groom et Harvey Madison échangent une brève mais intense conversation privée. L'hôtel était un lieu de rendez-vous régulier pour ma femme et son collègue. J'ai payé $300 pour une conversation avec Harvey à la réception, et il m'a informé que ce n'était que la première étape. J'avais besoin d'une vidéo de l'intérieur de la chambre pour obtenir des preuves irréfutables. Les pensées que je nourrissais à l'égard de ma femme devenaient de plus en plus sinistres, et je me détestais de les entretenir. Le groom devait coopérer avec nous pour atteindre mon objectif. Harvey devait savoir quelle chambre Jenny utiliserait avec son collègue. Harvey a réussi à placer une petite caméra vidéo dans la chambre, car le groom réserverait la même chambre avant et après leur prochaine visite. Cela nécessitait un pot de vin en plus des frais de location. J'ai payé parce que je pouvais me le permettre. Les 7 jours qui ont suivi ont été une véritable torture. Jenny n'arrêtait pas de me demander pourquoi j'agissais si bizarrement, alors je faisais de mon mieux pour l'éviter. Je ne l'ai pas convaincue, mais je lui ai simplement dit que c'était lié au travail. Nous avons fait l'amour parce qu'elle le voulait, et je me suis dit que je ne le ferais probablement pas si je n'avais encore rien capturé de compromettant. Ce n'était pas dans mon cœur. Mon corps bougeait à peine. La colère et l'agonie étaient les seules émotions que je ressentais. Même si je n'avais que peu de preuves et aucune réponse, je sentais mon mariage s'effondrer. J'ai essayé de me convaincre de ne pas porter de jugement définitif tant que nous n'aurions pas vu les images de la pièce, même si je savais qu'elle me trompait. Je devais les voir pour en être absolument certain. Harvey a appelé le groom pour réserver la chambre nécessaire pour le matin et le soir du mercredi suivant. Le jeudi matin, je me suis rendu au bureau de Harvey. J'avais maintenant la preuve, ainsi que le chagrin d'amour qui l'accompagnait. J'ai regardé une vidéo de 40 minutes montrant ma femme dévouée, qui est mon univers, en train de faire l'amour avec Henry Thomas, son collègue de travail. C'était la fin du monde tel que je le connaissais. Il y a des moments où l'esprit prend des tournures inattendues. Je me suis souvenu d'une vieille blague sur un mari qui découvre que sa femme le trompe lorsqu'il rentre chez lui. « Ne ris pas », dit-il à sa femme en lui braquant un pistolet sur la tempe. « Tu es la prochaine. » Je me suis promis de gérer les choses de manière appropriée. Ils en paieraient le prix et je trouverais la paix. Mais j'avais besoin de quelques jours de repos avant cela. Jenny et moi ne pouvions plus partager la même maison. Après en avoir parlé à mon supérieur, je me suis arrangé pour prendre le reste de la semaine. Si quelqu'un le demandait, on avait besoin de moi à Wallops tout le week-end. J'ai écrit un mot, fait mes valises et pris la direction de l'Ouest. David, un ami d'enfance qui vivait à 1 heure de Baltimore, a accepté que je passe le week-end avec lui. J'ai eu de la chance de ne pas avoir rencontré Jenny pendant que j'étais à la maison. Je n'étais pas dans l'état d'esprit nécessaire pour agir normalement, et je n'étais pas sûr de ce que j'aurais fait. J'avais besoin de temps pour planifier, réfléchir et, surtout, décompresser. Je n'avais jamais menti à ma femme jusqu'à ce que je laisse cette note. Même si cela me mettait mal à l'aise, il fallait que j'y aille et je n'allais pas reculer. J'ai eu le temps de réfléchir pendant le trajet vers l'Ouest. Cette femme était-elle quelqu'un que je connaissais vraiment? Sa capacité à compartimenter sa vie lui permettait-elle de justifier le fait d'avoir 2 maris? J'étais certain que ma femme avait pris ma confiance pour de la naïveté. Mentir à un mari qui croit pleinement en vous n'est pas une décision sage, et je n'ai jamais été stupide. L'ère de la confiance était révolue. L'enterrement était tout ce qui restait de mon mariage mort. Les amis d'enfance ont l'avantage de bien vous connaître. Ils connaissent votre présent, votre passé et vos pensées constantes. Vous ne pouvez pas vous cacher d'eux. 2 minutes après mon arrivée chez lui, mon ami a lu mon expression. Lorsque je le lui ai dit, il a été aussi bouleversé que moi, comme tout bon ami.
Puis est arrivée sa femme, Marie, qui a essayé de nous faire réfléchir et de nous détendre. Elle ne défendait en aucun cas Jenny. Elle voulait simplement que je sois sûr de mes désirs et que je ne les laisse pas insatisfaits. Sans aucun doute, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut prendre en compte le point de vue d'une femme. Ma femme était concentrée sur toutes les autres femmes du bureau, tandis que j'étais contrarié par elle et sa collègue. Selon elle, les femmes étaient responsables des relations sexuelles, et toutes les femmes présentes ont soit adopté leur comportement, soit choisi de l'ignorer. Il incombe aux femmes de civiliser les hommes, parce que ce sont des porcs. Elle a ensuite souri à son mari, qui a accepté à contre-séure. Je veux tous les détruire. Ma femme ment et me trompe, et je vais divorcer. Je veux leur faire du mal à tous, mais elle m'a trahi, et ce n'était certainement pas la première fois. Je veux que tous les voleurs de ce bureau regrettent le jour où ils ont traversé la rue pour se rendre à cet hôtel. Je veux que son père, Henri Thomas, regrette de ne pas être né. Marie a essayé de me faire entendre raison. Assurez-vous d'être prêt à faire face aux répercussions, dit-elle. Il se peut que tu ne comprennes pas tout à fait les raisons de ce qui s'est passé. Peut-être se sentira-t-elle tellement coupable de ce qu'elle a fait qu'elle ne le refera plus jamais. Vous êtes tellement amoureux d'elle que vous avez décidé de l'épouser. Veux-tu vraiment tout gâcher maintenant? Réfléchis Y. Ils se sont joints à moi pour regarder le film après que j'ai inséré la clé USB qui le contenait. Henri Thomas était vendeur de papier. Il manipulait de l'argent. Pendant que je courais après le travail, il dînait dans des restaurants haut de gamme. Henri Thomas avait un comportement doux. Pendant 40 minutes, nous avons vu ma femme se consacrer à son mari de travail. Je mourais d'envie de la voir sourire et même rire. Henri Thomas n'avait rien d'extraordinaire. Il n'était pas remarquable, il vivait peu et manquait d'énergie. Elle faisait semblant de jouer dans un film pour adultes, et tout ce qu'il faisait, c'était de tressaillir. Le plus étrange, c'est que la plupart de leurs conversations tournent autour du travail. Ils discutaient du projet en cours pendant qu'ils se déshabillaient, puis du programme de l'après-midi pendant qu'ils s'habillaient. Elle le montait à nouveau et le chevauchait une deuxième fois dès qu'ils se remettaient de la brève première séance. Ils n'ont jamais utilisé de préservatif. La salle est devenue silencieuse lorsque la vidéo s'est terminée. Combien de temps dois-je y réfléchir? Ai-je demandé à Marie. Elle m'a simplement serré dans ses bras, a secoué la tête et est partie préparer le dîner. David, l'un de mes amis, est devenu avocat. Son épouse était professeure de sciences dans un collège. Leur esprit était exceptionnellement analytique. Ce week-end-là, nous avons eu de nombreuses conversations et, avec leur aide, j'ai élaboré un plan. J'ai appelé Harvey pour m'assurer qu'il comprenait bien mes exigences. Cela coûterait cher, mais c'était possible avec de la patience. Nous avons décidé de créer 2 groupes au bureau de ma femme. Le premier comprenait les cadres et ceux qui travaillaient en étroite collaboration avec Jenny. Ce cercle comptait une dizaine de personnes, y compris leurs conjoints de travail. Je ne voulais pas seulement les brûler, je voulais les réduire en cendres. Je ne dépenserais pas mon propre argent pour les détruire, mais les autres ressentiraient la chaleur. Harvey a installé des caméras dans les zones ciblées de la direction et du personnel. Les autres seraient filmés en train d'entrer et de sortir du hall de l'hôtel. Lorsque j'ai été prête à demander le divorce, j'ai partagé ce que j'avais avec les conjoints de chacun de ses collègues et j'ai poursuivi la société simultanément. Ce week-end-là, j'ai passé un long moment à me demander si je n'avais pas manqué des signes. Il devait y avoir des indices. Elle n'a jamais semblé manquer d'amour. Elle m'encourageait lorsque je lui parlais des difficultés rencontrées au travail. Pouvait-elle vraiment vivre 2 vies sans culpabilité? Était-elle une sociopathe? D'après sa réaction craintive lorsque j'ai posé des questions sur sa femme vendredi, elle prétendait savoir distinguer le bien du mal, ou du moins que ses actes pouvaient avoir des conséquences. Je n'arrivais pas à comprendre comment quelqu'un pouvait mener 2 vies sans faire une dépression nerveuse. Au cours du week-end, j'ai réalisé qu'en quittant la ville, j'avais donné à Jenny et à son conjoint de travail l'occasion parfaite d'utiliser notre maison pour leur liaison. Après y avoir réfléchi et m'être mis en colère, j'ai décidé que cela n'avait pas d'importance. Peu importe ce qu'elle faisait à ce moment-là, je divorçais. Au cas où, je la laisserais dans ce lit stupide et je prendrais ce que je voulais des autres. Le dimanche soir, je suis rentré chez moi en me préparant à ce qui m'attendait. Pour économiser de l'argent, nous avions choisi de ne pas filmer à plusieurs reprises les conjoints des travailleurs dans leur chambre d'hôtel, à l'exception de ma femme et de son « Monsieur Thomas ». La réservation de l'hébergement serait moins coûteuse de cette manière.
L'équipe d'Harvey n'aurait besoin que de 2 heures par jour. Avec Jenny, je ne voulais pas donner l'impression qu'il s'agissait d'une opération ponctuelle. J'ai obtenu ce que je voulais en 2 semaines environ. Je détestais ces semaines. D'aucuns diront qu'une seule fois n'était pas suffisante. Bien sûr que si. Mais je voulais me venger de tout le bureau. Il m'a fallu un peu plus de temps pour attraper tous ceux qui savaient que ma femme me trompait et qui me l'avaient caché. La plupart des conjoints de travail semblaient s'éclipser une fois par semaine. Certains traversaient la rue plus souvent que d'autres. Nous en avons attrapé suffisamment pour mes besoins, mais pas tous. Jenny et son conjoint s'en tenaient à la routine du mercredi. J'ai décidé de travailler souvent tard, mais ce n'était pas suffisant. Rester à la maison était trop pénible. Le jeudi, j'ai planifié un autre voyage de dernière minute à Wallops, mais en réalité, j'ai passé la nuit dans un motel près de mon lieu de travail. Je suis retourné dans l'Ouest le vendredi soir pour voir David et Marie, et je suis resté à l'hôtel à nouveau le lundi soir. La romance s'était refroidie, du moins de mon côté, et Jenny a commencé à se plaindre que je l'ignorais. Elle ne se doutait pas à quel point les choses étaient devenues froides. Elle a fait un effort pour que les choses restent normales à la maison, mais je ne l'ai pas beaucoup aidée, et cela a commencé à se voir dans son comportement. J'ai commencé à quitter la maison plus tôt et à dormir dans la chambre d'amis. Au travail, j'avais mes propres échéances à respecter. Elle a peut-être accepté mes excuses, cru que notre mariage était en danger ou s'en est tout simplement désintéressée. Quoi qu'il en soit, cela ne l'a pas empêché d'aller déjeuner avec son mari le mercredi. Au contraire, leurs pauses déjeuner se sont allongées. De plus, j'ai découvert que la plupart des cadres supérieurs, et au moins 2/3 des employés de son entreprise, trompaient leurs conjoints. Je suppose que le dicton « un poisson pourri de la tête aux pieds » est vrai. Des mois plus tard, je me suis rendu compte que je n'étais mentionné dans aucune des 3 vidéos que j'avais regardées. Elle n'a pas dit du mal de moi. Elle ne s'est pas plainte de moi, n'a pas cherché à me protéger et n'a même pas parlé de moi. J'ai été encore plus exaspéré lorsqu'elle a mis ses alliances. Pourtant, c'était comme si je n'existais pas. Je ne faisais tout simplement pas partie de cette partie de sa vie. D'une manière étrange, il n'y avait pas de réelle intimité entre eux, malgré leur tendresse physique. Ils n'étaient pas amants, mais ils étaient plus que de simples partenaires sexuels. Ce premier mercredi, j'ai su que mon mariage était terminé lorsque j'ai vu ma femme entrer dans le hall, passer ses bras autour de la taille de son mari et se diriger vers leur chambre. En les regardant ensemble, j'ai compris qu'il n'y aurait pas de conversation, pas d'explication, pas d'excuses clichés. J'étais prêt à détruire tout son bureau, et mon mariage par la même occasion. Je ne voulais pas la voir pleurer ou l'entendre s'excuser. Je ne voulais surtout pas l'entendre dire que c'était « juste du sexe ». Toute affirmation selon laquelle elle n'aimait que moi serait réduite au silence par les preuves, des preuves indéniables. Harvey s'est occupé du reste, et mon avocat a préparé les documents juridiques. Un huissier spécial est arrivé au bureau de Watson à 10 h le lundi matin pour signifier Henry Thomas et Janie à leur bureau. Ensuite, il a signifié la société dans le bureau du PDG. George Walker, le PDG de Watson, était l'un des tricheurs, un fait qui semble presque risible aujourd'hui. À 67 ans, George Walker avait une femme trophée qui n'en avait que 29. Je ne comprendrai jamais pourquoi il a ressenti le besoin de s'amuser avec une secrétaire de 45 ans. À 10h20, mon téléphone portable a sonné, je l'ai éteint. Dès que les choses ont commencé, les 5 agents de Harvey ont commencé à envoyer des enveloppes épaisses à la véritable épouse de chaque employé. Tous ont reçu des rapports détaillés susceptibles d'être utilisés dans le cadre d'une procédure de divorce, certains contenaient des photos, d'autres des vidéos. L'épouse d'Henry Thomas a reçu une enveloppe particulièrement lourde. D'autres ont simplement reçu des lettres les informant de ce qui se passait chez Watson. Chaque lettre était accompagnée d'une brève note, dans l'intérêt d'une divulgation complète. Vous pouvez remercier Janie Baxter d'avoir attiré notre attention sur cette affaire, au cas où elles souhaiteraient confronter leur conjoint à leur retour à la maison. Mardi matin, je me demandais combien d'amis il restait à ma femme infidèle. Watson a disparu presque du jour au lendemain. Au moins 20 autres procès ont été intentés contre l'entreprise après le mien. Les divorces se sont répandus comme une traînée de poudre sur le lieu de travail. Certains mariages se sont effondrés même sans preuve d'infidélité. La direction a dû faire face à son propre rôle dans le scandale après avoir tenté de licencier toutes les personnes impliquées dans les affaires. Dans un effort pour protéger leur réputation, les employés innocents sont partis presque aussi rapidement. 2 semaines après l'éclatement du scandale, l'expression « conjoint de travail » est apparue dans un article sur l'entreprise.
D'où leur vient cette idée, je me le demande? Probablement d'un mari délirant qui n'a pas compris comment fonctionne le monde réel. Le bureau a fermé ses portes 2 mois plus tard, et la société s'est effondrée peu après. Le bâtiment est resté vide pendant près d'1 an. J'ai fini par rencontrer Janie dans le bureau de mon avocat. Elle a beaucoup pleuré. Après des semaines de textos rageurs, remplis de dénégations, d'appels désespérés et de tentatives bizarres de corruption et de négociation, elle a finalement assumé une partie de la responsabilité de ses actes. Elle a affirmé qu'elle s'était laissée emporter par la culture et l'excitation de la haute finance. Bien que cela ait pu faire partie de l'environnement, je ne vois toujours pas en quoi le fait de coucher avec son collègue avait quelque chose à voir avec les finances. Après de brèves excuses, elle a admis que j'étais en partie responsable de ne pas lui avoir parlé de mes préoccupations. C'est vrai? Je suppose que c'était ma faute. Quelle absurdité! Votre épouse ne devrait pas avoir besoin qu'on lui rappelle qu'elle n'a pas de liaison avec son mari au travail. Surtout, votre femme ne devrait pas avoir besoin qu'on lui rappelle qu'elle ne devrait pas avoir un mari accro au travail. Janie ne m'a jamais donné d'explication satisfaisante à son infidélité, et je ne l'ai jamais vraiment comprise non plus. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a changé. La jeune fille aux yeux brillants, apparemment honnête et douée pour les affaires, s'est transformée en une menteuse rusée et profondément malhonnête, qui semble vivre selon la maxime, s'il ne sait pas, ça ne lui fera pas de mal. Harvey m'a dit qu'ils ne se voyaient que pour déjeuner le mercredi. Ils ne se sont pas vus ce week-end-là parce que je n'étais pas là. Elle semblait avoir une compréhension particulière du double mariage, qui a freiné son infidélité, mais ne l'a pas entièrement éliminée. Harvey a essayé de m'expliquer qu'il pensait qu'il s'agissait d'une sorte d'étrange rituel d'union. Une culture d'entreprise corrompue avait pris racine chez Watson, où le renforcement de l'esprit d'équipe impliquait apparemment de partager un lit avec des collègues. Dans ce jeu tordu, les employés ne couchaient qu'avec une seule personne, généralement le collègue avec lequel ils travaillaient le plus étroitement, une forme perverse de loyauté. Ils partaient simplement du principe qu'ils étaient meilleurs et plus intelligents que les autres, selon Harvey. Je n'ai jamais pu déterminer si c'était un contrat social faussé ou un secret partagé qui les poussait à prendre de tels risques ensemble. J'aimerais pouvoir dire que j'ai cessé de m'en préoccuper, mais je ne me suis jamais désintéressé de mon mariage avec Janie ni des événements qui ont conduit à notre divorce. J'aurais pu m'éloigner ou passer ma vie à essayer de comprendre ces gens. J'ai choisi cette dernière option. Cela ne s'est pas passé exactement comme prévu, mais j'ai pris ma revanche. Je suis sortie victorieuse de mes batailles, mais Henry Thomas a presque tout perdu dans le divorce, et les comptes de la société sont restés vides. Thomas et la société n'ont pas pu régler le litige qui les opposait, tout cela à cause de mes actions. Quelle ironie! Lorsque j'ai divorcé de ma femme, elle a demandé une pension alimentaire après avoir perdu son emploi. Elle n'a pas reçu un centime, et mon avocat a fait valoir que son infidélité était à l'origine du divorce et de son chômage. Même les femmes que j'avais trompées étaient furieuses contre moi pour avoir révélé l'horrible vérité et ruiné leur vie. Elles semblaient m'en vouloir presque autant qu'elles en voulaient à leurs maris infidèles. La ville est vaste. Je n'avais pas prévu ce résultat, mais je peux vivre sans leur affection. L'une des épouses concernées m'a cependant surpris plus que les autres. Sheila Thomas m'a abordé un soir dans un bar. Sa beauté à couper le souffle aurait satisfait n'importe quel homme. Je venais de finir ma première bière lorsqu'elle s'est assise à côté de moi, a posé sa main sur mon entrejambe et s'est présentée. « Eh bien, je me concentre sur elle », a-t-elle dit. « Je veux me venger davantage, mais je suis en train de divorcer de mon mari. Je veux lui dire que j'ai eu une liaison avec son jouet, son mari. Monsieur Baxter, pouvez-vous m'aider à le faire? Jake, qu'en dites-vous? Voulez-vous me souiller et m'aider à humilier l'homme qui a eu une liaison avec votre femme? Bien que je ne sois pas sûr de ce que je pense du mot « humilier », j'ai décidé de la suivre. Nous avons travaillé tard dans la nuit. J'ai obtenu une certaine satisfaction car, comme je l'ai mentionné précédemment, j'avais dormi dans la chambre d'amis pendant 2 semaines avant de servir ma femme. Cette nuit-là, j'ai dû boire de l'eau toutes les heures pour lutter contre la déshydratation. Sheila a prétendu qu'elle rentrait chez elle pour aigrir l'humeur de son mari lorsqu'elle est partie tôt le lendemain matin. Elle me l'avait fait comprendre plus tôt dans la soirée, et je lui ai dit que je ne serais pas contre une nouvelle prestation. Elle a ri et m'a assuré que j'aurais bientôt l'occasion de le faire. Plus tard, je me suis assis avec la famille de Janie et je leur ai montré la vidéo après qu'ils aient été fâchés contre moi pendant un certain temps. Ils ont pleuré, se sont excusés, puis ont encore pleuré, mais pas autant qu'avant. Malgré leur tentative pour me convaincre de lui donner une autre chance,
ils ne m'ont finalement pas tenu pour responsable du divorce. Je ne pouvais pas le faire. Je ne me souvenais pas qu'elle m'ait jamais demandé pardon, et je n'avais pas la capacité de pardonner. Pendant plus d'1 an, mon cœur est resté endurci à cause d'elle. Pendant la procédure de divorce, j'ai partagé la nouvelle avec mes collègues et j'ai réalisé que toutes mes compétences ne m'avaient pas permis de démasquer ma femme infidèle. Malgré mon expertise en matière d'appareils de haute technologie, je l'ai attrapée à l'aide d'un sandwich dans une voiture garée, d'un pot de vin d'un groom et de quelques petites caméras vidéo achetées sur l'internet. J'ai également pensé à la facilité avec laquelle ils auraient pu cacher leur liaison et à l'insouciance avec laquelle ils ont été surpris. Il a suffi que j'entende 2 conversations. Tout était là. Les couples qui traversaient la rue ne faisaient aucun effort pour dissimuler leur implication dans des romances extra-conjugales. Quelle arrogance! Que penseraient les voisins, comme on dit dans les banlieues? Les gens devaient savoir. Le fait qu'ils s'en soient tirés pendant si longtemps relève presque du miracle. J'ai commencé à me demander si mon monde et celui qui m'entourait étaient vraiment si semblables. Est-ce que c'est ce que tout le monde fait? Sur mon lieu de travail, tous ceux qui s'identifiaient comme des joueurs étaient célibataires et ne sortaient qu'avec leur main droite. Et je me suis rendu compte, une fois de plus, que j'essayais de comprendre les enfants populaires alors que j'étais assis à la table des geeks. Il m'arrive de voir Janie dans les magasins ou dans la rue. Je ne sais pas ce qu'elle fait et je ne m'arrête pas pour lui parler. Elle a l'air de vouloir pleurer quand elle me voit, mais je lui accorde rarement de l'attention. Aujourd'hui encore, mon cœur se brise quand je la vois. Elle sait qu'elle ne doit pas s'approcher de moi quand je me détourne. L'homme qu'elle a épousé n'est plus l'homme que je suis. Je repars à zéro, je reconstruis à partir de rien, parce que la vie que j'ai connue n'existe plus. J'ai allumé la mèche et je l'ai regardée exploser, comme je l'avais dit. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que mon propre cœur serait déchiré par les éclats d'obus.